Lorsque la malade se fut alitée et que son conscient se mit à osciller sans cesse entre l'état normal et l'état second, la foule des symptômes hystériques isolément formés et jusque-là restés latents se muèrent en symptômes permanents. Un groupe de symptômes paraissant différer des premiers par leur origine vint se joindre à ceux-ci, la contracture paralytique des membres du côté gauche et la parésie des muscles du cou. Je les distingue des autres phénomènes parce qu'une fois disparus, on ne les vit jamais réapparaître. Fût-ce sous forme d'accès ou de simples indices, même au cours des phases terminales et de guérison, alors que tous les autres symptômes, après un long assoupissement, se réveillaient à nouveau. De ce fait même, on ne les vit jamais surgir dans les analyses hypnotiques et on n'était pas en mesure de les attribuer à des causes affectives ou fantasmatiques. Tout cela m'incite à croire qu'ils ne devaient pas leur existence aux mêmes incidents psychologiques que les autres symptômes, mais à une extension secondaire de l'état somatique inconnu sur lequel se fondent les phénomènes hystériques. Pendant toute la maladie, les deux états du conscient ont subsisté parallèlement, l'état primaire, celui où le psychisme de la malade se montrait tout à fait normal, et l'état second, comparable au rêve à cause de sa richesse en fantasmes et en hallucinations, de ses grandes lacunes mnémoniques, de l'absence de frein et de contrôle dans les idées. Dans ce second état, la patiente était aliénée. L'intrusion de cet état anormal dans l'état normal, dont dépendait l'état psychique de la malade, offre à mon avis une bonne occasion de connaître la nature d'au moins une forme de psychose hystérique. Chacune des hypnoses du soir apportait la preuve du fait que la malade restait parfaitement lucide, gardait sa clarté d'esprit, se montrait normale, au point de vue sensibilité et volonté, tant qu'aucun produit de l'état second n'agissait dans l'inconscient comme facteur incitant. La psychose, qui éclatait pendant chacun des intervalles prolongés du processus de décharge, révélait justement le degré d'action de ces produits sur le psychisme normal. On se voit presque obligé de dire que la malade était partagée en deux personnes, l'une psychiquement normale, l'autre mentalement malade. Je pense que chez notre patiente, la nette disjonction des deux états ne faisait qu'éclairer un comportement qui, chez bien d'autres hystériques, pose toujours un problème. Chez Anna, on s'étonnait de constater à quel point les productions de son mauvais moi, comme elle le qualifiait elle-même, pouvaient agir sur sa tenue morale. Si ces productions n'avaient pas été perpétuellement éliminées, nous aurions eu affaire à une hystérique du type malfaisant, récalcitrante, paresseuse, désagréable, méchante. Loin de là, après suppression des excitations, son véritable caractère, tout à fait contraire à celui que nous venons de décrire, reprenait le dessus. Mais bien que les deux états fussent nettement distincts, il ne s'agissait pas seulement d'une éruption du second état dans le premier, mais comme le disait la patiente, d'un observateur pénétrant et tranquille, spectateur de toutes ces extravagances, et qui restait même pendant les plus mauvais moments tapi dans un coin de son cerveau. Cette persistance d'une pensée claire pendant les manifestations psychotiques se traduisait d'une très curieuse façon. Lorsque la patiente, une fois les phénomènes hystériques terminés, se trouvait dans un état passager de dépression, elle ne manifestait pas seulement certaines craintes enfantines, ne se contentait pas de s'adresser à elle-même des reproches, mais déclarait aussi n'être nullement malade. Tout cela, disait-elle, avait été simulé. C'est là, on le sait, un fait assez courant. Après la maladie, lorsque les deux états de la conscience ont retrouvé leur unicité, les patients, en jetant un regard en arrière, se considèrent chacun comme une personne non partagée, qui a toujours eu la notion de cette extravagance. Ils croient qu'ils auraient pu la faire cesser, s'ils avaient voulu. Ainsi ce serait intentionnellement qu'ils auraient provoqué pareil désordre. Cette persistance de la pensée normale pendant l'état second devrait d'ailleurs subir d'énormes variations quantitatives, voire disparaître en grande partie. J'ai déjà décrit le fait surprenant de la suppression durable des excitations émanées du deuxième état et de leurs conséquences. Toutes les fois qu'au cours de la maladie, la malade put en faire le récit. Il ne me reste rien à ajouter, mais j'affirme cependant que je n'ai nullement cherché à suggérer ma découverte à la patiente. Au contraire, ma stupéfaction a été immense, et ce n'est qu'après toute une série de liquidations spontanées que je pus en tirer une technique thérapeutique. Quelques mots encore à propos de la guérison définitive de l'hystérie. Elle survint chez notre malade de la façon que nous avons décrite après une période d'agitation marquée et une aggravation de son état. On avait tout à fait l'impression de voir la masse des productions de l'état second jusque-là assoupies envahir le conscient et ressurgir dans le souvenir encore que ce fut d'abord dans la condition seconde. Reste à savoir si, dans d'autres cas encore,
la psychose à laquelle aboutissent certaines hystéries chroniques n'aurait pas la même origine. Madame Amy von N, 40 ans, l'Ivorienne, par Sigmund Freud. Le 1er mai 1889, je fus appelé à donner mes soins à une dame d'environ 40 ans dont la maladie autant que la personnalité m'inspirèrent tant d'intérêt que je lui consacrai une grande partie de mon temps et que je pris à cœur de la guérir. C'était une hystérique très facilement hypnotisable, ce qui, quand je le remarquai, me décida à lui appliquer le procédé d'investigation au moyen de l'hypnose, utilisé par Breuer. Les observations de celui-ci relatives à la guérison de sa première malade m'avaient fait connaître cette méthode thérapeutique que j'allais utiliser pour la première fois, alors que j'étais encore bien éloigné d'en bien posséder le maniement. De fait, je n'ai ni poussé assez loin l'analyse des symptômes, ni suivi à leur égard un plan suffisamment établi. Pour bien faire comprendre l'état de la malade et mon action médicale, le mieux sera sans doute de reproduire les notes prises tous les soirs pendant les 3 premières semaines du traitement. Là où les expériences ultérieures m'auront permis de mieux comprendre le cas, je le ferai connaître à l'aide de notes et de remarques. 1er mai 1889. Je me trouve en présence d'une femme paraissant encore jeune, aux traits expressifs, étendue sur un divan, la tête appuyée sur un traversin en cuir. L'expression de son visage est crispée, douloureuse. Les yeux sont clignotants, le regard est dirigé vers le sol, les sourcils froncés, les plis nasolabiaux prononcés. Elle parle avec effort, à voix basse, interrompue de temps en temps par un trouble spasmodique de la parole allant jusqu'au bégaiement. En même temps, elle agite continuellement et spasmodiquement les doigts qu'elle tient entrelacés. On note de fréquents mouvements convulsifs de la face et des muscles du cou, dont certains, et particulièrement le sternocleidomastoïdien, font alors spasmodiquement saillie. Fond. Son. En outre, elle s'interrompt souvent de parler pour émettre un bizarre claquement de la langue que je ne parviens pas à imiter. Ce claquement comportait plusieurs temps. Des confrères chasseurs qui l'avaient entendu ont comparé le son final à celui qu'émet le coq des bruyères lors de l'accouplement. Ces phrases sont parfaitement cohérentes et dénotent de toute évidence une intelligence et une culture peu ordinaires. Il semble d'autant plus étrange de la voir s'interrompre toutes les 2 minutes, l'expression de son visage exprimant à cet instant la terreur et le dégoût. Les doigts crispés et recroquevillés, elle fait un geste du bras, comme pour me repousser en s'écriant d'une voix angoissée « Ne bougez pas, ne dites rien, ne me touchez pas ». Sans doute était-elle sous l'impression de quelques effrayantes visions itératives et se sert-elle de cette formule pour parler l'intrusion de cet élément étranger. Cet épisode prend fin aussi brusquement qu'il est survenu, et la malade continue à parler sans plus tenir compte de son précédent état d'excitation, sans expliquer ou chercher à excuser son comportement, donc sans doute sans s'être elle-même rendu compte de cette interruption. Il s'agissait d'un délire hystérique alternant avec l'état normal conscient, de la même façon qu'un tic qui vient s'insinuer dans un mouvement volontaire sans gêner celui-ci ni s'y mélanger. Voici ce qu'elle m'apprend touchant sa situation. Sa famille, originaire de l'Allemagne centrale, habite depuis 2 générations dans les provinces baltes russes où elle possède de grands biens. Ses parents avaient eu 14 enfants dont elle était la 13e. 4 de ses enfants seulement sont encore vivants. Elle a été élevée avec soin, mais aussi avec rigueur, par une mère sévère et d'un dynamisme débordant. À 23 ans, elle épousa un homme fort capable, doué d'éminentes qualités, qui s'était acquis une situation brillante dans la grande industrie, mais qui était bien plus âgé qu'elle. Il mourut subitement, au bout de peu de temps, d'une crise cardiaque. Madame Amy attribuait sa propre maladie à cet événement, ainsi qu'à l'éducation de ses 2 filles, âgées maintenant de 16 et 14 ans, et qui étaient très maladives et atteintes de troubles nerveux. Depuis la mort de son mari, survenue 14 ans auparavant, elle n'avait jamais cessé d'être plus ou moins souffrante. Il y a 4 ans de cela, un traitement de massage et d'électrothérapie lui a procuré un soulagement passager, mais en dehors de cela, tous ses efforts pour guérir sont restés vains. Elle a fait de nombreux voyages, s'intéresse vivement à beaucoup de choses. Actuellement, elle habite un château situé au bord de la Baltique, à proximité d'une grande ville. Depuis quelques mois, son état a empiré de nouveau, elle est déprimée, souffre d'insomnie, de douleur, et ayant vainement cherché à Abazia une amélioration de son état, s'est depuis 6 semaines installée à Vienne, où elle a été soignée jusqu'à ce jour par un éminent médecin. Elle accepte sans rien objecter ma proposition de se séparer de ses 2 filles, qui ont une gouvernante, et d'entrer dans une maison de santé où je pourrai tous les jours venir la voir. Dans la soirée du 2 mai, je me rends auprès d'elle dans la maison de santé. J'observe qu'elle sursaute violemment chaque fois que la porte s'ouvre inopinément. Je demande alors au médecin de l'établissement et au personnel de frapper fort et de ne pénétrer dans la pièce que lorsqu'elle l'aura dit d'entrer.
Malgré cela, elle fait la grimace et tressaille encore toutes les fois que survient quelqu'un. Elle se plaint surtout aujourd'hui d'une sensation de froid ainsi que de douleur dans la jambe droite, douleur partant du dos et passant au-dessus de la crête iliaque. J'ordonne des bains chauds et pratiquerai 2 fois par jour des massages de tout le corps. Elle est parfaitement accessible à l'hypnose. Je place un doigt devant ses yeux et lui enjoins de dormir, et elle se laisse tomber en arrière avec une expression de stupeur et de confusion mentale. Je lui suggère le sommeil, l'amélioration de tous ses symptômes. Elle m'écoute, les yeux clos, mais avec une grande et évidente attention. En même temps, ses traits se détendent peu à peu et l'apaisement se lit sur son visage. Un vague souvenir de mes paroles subsiste après cette première hypnose, mais dès après la séance suivante, un somnambulisme total, amnésie apparaît. Je lui avais annoncé que j'allais l'hypnotiser et elle y avait consenti sans m'opposer la moindre objection. Elle n'a jamais été hypnotisée, mais tout me porte à croire que ses lectures l'ont renseignée sur l'hypnose, encore que j'ignore quelle idée elle peut se faire de l'état hypnotique. Chaque fois qu'elle se réveillait de son sommeil hypnotique, elle regardait un instant autour d'elle d'un air égaré, puis posait son regard sur moi, paraissait reprendre ses esprits, remettait ses lunettes, qu'elle avait ôtées avant de s'endormir et se montrait ensuite enjouée, en pleine possession de ses esprits. Bien que pendant le traitement qui cette année-là dura 7 semaines et l'année suivante 8, nous avions parlé de n'importe quel sujet et qu'elle fut endormie par moi presque quotidiennement. 2 fois, elle ne m'adressa jamais aucune question ou observation relative à l'hypnose et paraissait ignorer totalement à l'état de veille le fait d'avoir été hypnotisée. Le traitement par bain chaud, mais un massage quotidien et suggestion hypnotique se poursuivit les jours suivants. Elle dormait bien, se remettait à vue d'œil et passait la plus grande partie de la journée tranquillement allongée. Il ne lui était interdit ni de voir ses enfants, ni de lire, ni de faire sa correspondance. Matinée du 8 mai, tout en paraissant tout à fait normale, elle me raconte d'effrayantes histoires d'animaux. Elle vient de lire dans la Gazette de Francfort, posée devant elle sur la table, qu'un apprenti, après avoir ligoté un jeune garçon, lui avait fourré une souris blanche dans la bouche. Le jeune garçon serait mort de terreur. Le docteur K avait dit à la malade qu'il avait expédié à Tiflis une caisse pleine de rats blancs. En me faisant ce récit, la malade manifeste une évidente terreur, se tord plusieurs fois convulsivement les mains. Ne bougez pas, ne dites rien, ne me touchez pas. Ah, si je trouvais un animal pareil dans mon lit, imaginez un peu l'ouverture de la caisse, frisson d'horreur. Il s'y trouve un rat crevé, un rat cloué. Je m'efforce sous hypnose de dissiper ces hallucinations d'animaux. Pendant son sommeil, je prends la Gazette de Francfort et y trouve vraiment l'histoire des sévices exercés sur un apprenti, mais sans qu'il soit fait mention de souris ou de rats. Ainsi, elle les a ajoutés à l'article. Le soir, je lui parle de notre conversation relative aux souris blanches. Elle l'ignore, se montre très surprise et rit de bon cœur. Cette immixtion à l'état de veille et d'un délire n'était pas rare chez elle. Je l'observais plusieurs fois encore. Elle se plaignait souvent de donner, au cours des conversations, les réponses les plus biscornues, de telle sorte que son entourage ne les comprenait pas. Lors de ma première visite, quand je lui demandai son âge, elle me répondit d'un air très sérieux « Je suis une femme du siècle dernier ». Quelques semaines plus tard, elle m'expliqua que dans son délire, elle avait à ce moment-là pensé à une belle vieille armoire que dans son amour de meubles anciens, elle avait achetée au cours d'un voyage. C'est à cette armoire qu'elle pensait en répondant à mes questions. Dans l'après-midi, elle avait souffert d'une soi-disant crampe à la nuque, mais pas très longtemps, pendant 2 heures seulement. Dans la soirée du 8 mai, l'ayant hypnotisée, je l'invite à parler, ce qu'elle arrive à faire avec quelques efforts. Elle parle à voix basse, réfléchit chaque fois avant de répondre. Sa physionomie change suivant le contenu de son récit, et dès que je mets fin par la suggestion à l'impression provoquée en elle-même, par ce qu'elle dit, l'expression de son visage devient calme. Je lui demande d'où vient qu'elle s'effraie aussi facilement. Elle répond « à cause de souvenirs de mon tout jeune âge, de quand, d'abord de l'époque où j'avais 5 ans et où mes frères et sœurs me lançaient très souvent à la tête des bêtes mortes. C'est alors que je me trouvais mal pour la première fois avec l'accompagnement de convulsions. Mais ma tante déclara que c'était horrible et qu'on ne devait pas avoir de pareils accès. Alors ils ont cessé. Ensuite, à 7 ans, quand je me suis trouvé sans y être attendu devant le cercueil de ma sœur, puis à 8, quand mon frère, revêtu de linge blanc, jouait au fantôme pour me faire peur, à 9, quand je vis ma tante dans son cercueil et que tout à coup son menton se décrocha. Les événements traumatisants qu'elle me cite là en réponse à la question que je lui posais au sujet de ces éprouvantes. Ces épouvantes sont évidemment tout près dans sa mémoire, sinon elle n'aurait pu, pendant les courts instants séparant ma question de sa réponse, rassembler aussi rapidement les incidents survenus dans des périodes différentes de son enfance,
À la fin de chaque partie de son récit, tout son corps est saisi de mouvements spasmodiques et son visage prend une expression d'horreur et d'effroi. Finalement, elle ouvre tout grand la bouche et respire avec difficulté. Les mots traduisant les terrifiantes péripéties des incidents sortent péniblement d'une façon saccadée, ensuite ses traits se détendent. Sur ma demande, elle confirme que pendant son récit, elle a réellement vu se dérouler avec leur couleur naturelle les scènes qu'elle racontait. Elle pense d'ailleurs très souvent à ces incidents et les a justement évoqués ces jours derniers. Chaque fois que ces souvenirs lui reviennent à l'esprit, elle en revoit les scènes avec toute l'acuité du réel. Bien d'autres hystériques nous ont parlé de ces réminiscences en images animées, surtout dans le cas de souvenirs pathogènes. Je comprends maintenant pourquoi elle me parle aussi fréquemment des scènes où figurent des animaux et des cadavres. Mon traitement consiste à effacer ces images afin d'en empêcher le retour. Pour consolider l'effet de la suggestion, je lui passe plusieurs fois la main sur le front.